Il disait que je n'avais aucun avenir. Ma mère me l'a dit l'été de mes 17 ans, debout dans notre cuisine pendant que ma sœur aînée riait derrière sa main et que mon père fixait le plafond comme s'il comptait les moulures. Ils ne l'ont pas crié. C'était ça le truc avec ma famille. Ils n'avaient jamais besoin de crier. La cruauté était toujours silencieuse, sonnant toujours de manière raisonnable, toujours enveloppée dans quelque chose qui ressemblait à de la logique. Élodie est douée, disait ma mère. Nous devons concentrer nos ressources. J'étais la ressource que l'on redirigeait. Je m'appelle Clara. J'ai 33 ans, et je veux vous raconter exactement ce qui s'est passé le matin où un notaire nommé Maître Lefebvre s'est raclé la gorge dans une salle de conférence au 14e étage d'un immeuble du centre-ville de Lyon, a ouvert une enveloppe de couleur crème et a lu une seule phrase qui a fait disparaître le sourire de ma sœur si complètement que c'était comme regarder quelqu'un éteindre une lumière. Mais d'abord, je dois vous parler de ma grand-mère. Elle s'appelait Madeleine. Tous ceux qui comptaient l'appelaient Mado. Elle avait 82 ans quand elle est morte, et elle avait passé les 40 dernières années à bâtir discrètement un empire immobilier à travers 4 départements que presque personne dans notre famille ne comprenait vraiment, parce qu'elle ne parlait jamais d'argent à table. Elle disait que c'était vulgaire. Elle avait grandi pauvre dans la Creuse rurale, fille d'un métayer, et elle croyait que les gens qui parlaient d'argent au dîner étaient des gens qui avaient peur de le perdre. Elle avait 2 enfants, ma mère Béatrice et mon oncle Paul, qui était parti s'installer en Italie il y a 15 ans et envoyait des cartes de Noël avec des photos de champs d'oliviers. Ma mère était celle qui était restée proche. Ma mère était celle qui conduisait Mamie Mado à ses rendez-vous médicaux, qui appelait tous les dimanches, qui s'assurait que le jardinier passait à l'heure. Ma mère était aussi celle qui, aussi loin que je me souvienne, traitait ses appels du dimanche comme des investissements. Elle tenait un registre mental. Chaque service rendu avait une attente de retour sur investissement. Je le savais parce qu'elle me l'avait dit, quand ta grand-mère partira, elle m'a dit ça une fois, j'avais peut-être 20 ans, j'étais rentrée de l'école d'infirmière pour les vacances de Noël. La chose responsable serait que nous gérions le domaine ensemble en tant que famille. Tout mettre en commun. Le protéger. Elle disait nous et famille. Mais ses yeux se tournaient vers ma sœur Élodie quand elle le disait. Élodie était le plan. Élodie avait toujours été le plan. Ma sœur a 3 ans de plus que moi, plus jolie selon les critères que notre famille valorisait, ce qui signifiait soigner et calculer. Elle était allée dans une grande école de commerce avec une bourse partielle que mes parents avaient complétée en retirant discrètement l'argent qu'ils m'avaient promis pour mes études. Élodie a eu son diplôme de gestion. Elle a épousé un homme nommé Guillaume qui portait des gilets matelassés à chaque occasion familiale et parlait de correction de marché. Ils avaient une fille avec un prénom qui ressemblait à une marque de parfum de luxe, et ils envoyaient des photos professionnelles chaque année. Je n'envoyais pas de photos professionnelles. J'étais infirmière. Je faisais de longues gardes à l'hôpital de la Croix-Rousse, et je louais un petit appartement à 20 minutes de l'hôpital, et je mangeais des pâtes au beurre pour le dîner plus souvent que je n'aimais l'admettre. Mes parents n'étaient pas méchants avec moi à Noël. Ils étaient quelque chose de pire. Ils étaient polis. Quand j'avais 18 ans, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider pour mes études. Quand j'ai eu 23 ans et que j'ai été diplômée, ils ont dit qu'ils étaient fiers, mais aussi que peut-être je pourrais reprendre les études pour devenir médecin parce qu'infirmière n'était pas vraiment une carrière, n'est-ce pas, c'était plutôt un tremplin. Quand j'ai eu 27 ans et que j'ai pris mon premier appartement seul, mon père m'a demandé si j'étais sûre de vouloir continuer à payer un loyer au lieu de revenir à la maison pour économiser. La question sonnait comme de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une façon de dire que ce que j'avais choisi pour moi-même n'était pas suffisant. La seule personne qui ne m'a jamais fait ressentir cela était Mamie Mado. Elle est venue seule à ma remise de diplôme. Mes parents avaient un empêchement. L'école de la fille d'Élodie tombait le même jour, et ces choses-là arrivent. Personne ne le prévoit ainsi, mais Mamie Mado a conduit 1h30 dans sa vieille Citroën, s'est assise au 2e rang, et quand j'ai traversé la Seine, elle a mis 2 doigts dans sa bouche et a sifflé si fort que la femme à côté d'elle a sursauté. Après,
elle m'a emmenée dans une brasserie et a commandé de la tarte aux pommes pour nous deux sans me demander ce que je voulais, ce qu'elle faisait toujours, et elle m'a dit qu'elle était fière. Pas fière avec une condition, juste fière, point final. Elle a tenu ma main sur la table, la tarte était chaude, et elle a dit, « Clara, tu vas t'en sortir. Pas grâce à ce que quelqu'un te donne, mais grâce à qui tu es déjà. » J'ai pleuré un peu. Elle a fait semblant de ne pas remarquer. Au cours des années suivantes, elle et moi avons eu une relation qui existait principalement en dehors du champ de vision de la famille. Elle m'appelait le mardi soir, pas le dimanche, parce que le dimanche était le jour où ma mère appelait, et elle aimait garder cela séparé. Elle me posait des questions sur mes patients. Jamais par leur nom, elle comprenait la confidentialité, mais elle disait « Comment va ton monde cette semaine ?» et elle écoutait vraiment la réponse. Elle est venue une fois dans mon appartement et s'est assise sur mon canapé d'occasion et a dit qu'il avait une bonne structure. Elle parlait du canapé. Je pense qu'elle parlait aussi de ma vie. Je savais qu'elle avait de l'argent. Je ne savais pas combien. Ce n'était pas quelque chose dont elle discutait, et je n'ai jamais posé de questions, parce qu'elle m'avait appris que demander l'argent de quelqu'un revenait à lui dire qu'on ne s'intéressait qu'à ça. Environ 8 mois avant sa mort, elle a commencé à m'appeler un peu plus souvent. Rien d'alarmant, juste un appel supplémentaire ici et là, une conversation plus longue que d'habitude. Elle m'a demandé une fois, de but en blanc, si je pensais qu'une personne pouvait faire confiance à un notaire qu'elle avait depuis 20 ans. J'ai dit que je pensais que 20 ans était un bon signe. Elle a ri et a dit qu'elle supposait que oui. Elle est entrée à l'hôpital en octobre pour une pneumonie qui a progressé plus vite que prévu. J'ai fait la route pour la voir 2 fois. La deuxième fois, elle était très fatiguée, mais elle a de nouveau tenu ma main et elle a dit « J'ai veillé à tout, ne les laisse pas te bousculer. » Je n'ai pas tout à fait compris ce que cela signifiait. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle a dit qu'elle m'aimait aussi, et elle a fait sonner cela comme le fait le plus simple et le plus évident du monde. Elle est morte un jeudi matin. L'infirmière de garde a dit que c'était paisible. Ma mère m'a appelé 11 minutes après avoir appelé Élodie. Je le sais parce que j'ai vérifié. Ce n'était pas le genre de choses que j'aurais dû remarquer, mais je l'ai fait. L'enterrement a eu lieu dans notre ville natale, une petite église en pierre qui sentait l'encaustique et les vieux livres de messe. Il y avait plus de monde que ce à quoi je m'attendais. Elle avait touché beaucoup de vie discrètement, de la manière dont elle faisait tout. Ma mère a organisé la réception et l'a fait efficacement, ce qui était l'un de ses vrais talents. Elle portait une robe noire qui avait l'air coûteuse, et elle recevait les condoléances avec la chaleur exercée de quelqu'un qui se préparait pour ce rôle depuis longtemps. Guillaume a porté un toast. Je ne sais pas trop pourquoi. Personne ne lui avait demandé. Il a dit que Mamie Mado était une femme incroyable et une femme d'affaires remarquable, et il l'a dit comme quelqu'un qui récite le Bénédicité avant de manger. Techniquement correct, émotionnellement vide. 3 jours après l'enterrement, ma mère a appelé et a dit qu'il y aurait une réunion avec le notaire le vendredi suivant. L'étude de Maître Lefebvre, en ville, 10 heures du matin. Elle l'a dit sur le même ton qu'elle utilisait pour annoncer que le dîner était à 19 heures, purement informatif, n'invitant aucune discussion. Est-ce qu'il y aura quelque chose de spécifique de discuter ? J'ai demandé. La succession, a-t-elle dit. C'est une formalité. Ces choses sont toujours des formalités. J'ai dit d'accord. Je n'ai pas bien dormi cette semaine-là. L'étude de Maître Lefebvre avait ce calme particulier des lieux où des choses importantes se passent à voix basse. Il y avait des diplômes au mur et une fenêtre qui donnait sur la place Bellecour, et une longue table de conférence avec des verres d'eau déjà remplis comme s'ils nous attendaient. Ma mère et Élodie sont arrivées avant moi. Élodie portait le genre de tailleur qui signalait qu'elle s'était préparée pour cela. Guillaume était assis à sa gauche avec un carnet de notes, ce que j'ai trouvé extraordinaire. Ma mère m'a embrassé brièvement. « Bien, tu as pu venir », a-t-elle dit, comme si ma présence avait été en doute. Nous nous sommes assis. Maître Lefebvre était un homme compact d'une 60aine d'années avec des lunettes de lecture sur une chaîne et le calme délibéré de quelqu'un qui a annoncé des nouvelles dans les 2 sens de nombreuses fois et a appris à ne pas laisser paraître dans quelle direction cette annonce particulière.
irait. Il avait un dossier devant lui et une enveloppe crème à droite du dossier. Merci à tous d'être venus, a-t-il dit. J'ai été le notaire de Madeleine pendant 22 ans et je tiens à dire d'abord qu'elle était l'une des clientes les plus réfléchies avec lesquelles j'ai travaillé. Elle a révisé ce document 3 fois au cours des 4 dernières années. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Ma mère a émis un petit son d'approbation. Élodie a posé ses mains à plat sur la table. Maître Lefebvre a ouvert le dossier. Il a d'abord passé en revue l'aperçu des biens. Je ne connaissais pas toute l'étendue de la chose. 47 immeubles résidentiels en location à Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Vichy. 3 bâtiments commerciaux, un portefeuille d'investissement privé. Valeur totale estimée au moment du décès à un peu moins de 85 millions d'euros. Le chiffre a flotté dans la pièce. Élodie et ma mère se sont regardées. Madeleine était très précise, a continué Maître Lefebvre en tournant une page. Il a pris l'enveloppe crème et l'a ouverte avec un coupe-papier, de manière lente et posée. Il a sorti un document plié. À ma fille Béatrice et à ma petite-fille Élodie, je laisse ma gratitude pour leurs années de présence et leur soutien pratique. Précisément, je laisse à Béatrice la somme de 150 000 € en reconnaissance du temps donné. Je laisse à Élodie la somme de 75 000 €. La pièce est devenue très silencieuse. Le reste de la succession, toutes les propriétés, tous les investissements, tous les avoirs, tous les comptes, je les laisse dans leur intégralité à ma petite-fille, Clara Ann Calloway. Ma mère a fait un bruit que je ne l'avais jamais entendu faire auparavant. Pas des mots, juste un son étouffé. La bouche d'Élodie s'est ouverte et ne s'est pas refermée tout de suite. J'ai regardé la table. J'ai regardé mon verre d'eau. J'ai regardé Maître Lefebvre, qui ne regardait personne en particulier, lisant simplement, faisant simplement son travail avec le sang-froid d'un homme qui a mérité ses 22 ans de carrière. Ce n'est pas possible, a dit ma mère. Sa voix était contrôlée, mais quelque chose en dessous ne l'était pas. Elle me l'aurait dit. Nous parlions tous les dimanches. Elle parlait aussi à Clara, a dit doucement Maître Lefebvre sans jugement. Souvent. Clara ne connaît rien à l'immobilier. Elle est infirmière. Ma mère a prononcé le mot infirmière de la façon dont elle le disait toujours, comme s'il expliquait une déficience plutôt que de décrire une profession. Madeleine avait anticipé cette inquiétude, a dit Maître Lefebvre. Il a tourné une autre page. Il y a un document de transition détaillé. Elle a établi un trust de gestion avec les gestionnaires immobiliers actuels. Elle a alloué des fonds de fonctionnement pour les 2 premières années. Elle a écrit une lettre. Il s'est arrêté, a pris une enveloppe scellée séparée, et l'a poussée sur la table vers moi. Pour Clara. Correspondance personnelle. Ne fait pas partie du dossier officiel. J'ai posé ma main sur l'enveloppe. Il y avait mon nom écrit de sa main. Son écriture était petite et assurée, le genre qui n'avait jamais besoin d'être repassé. Élodie a retrouvé sa voix. Nous devrions contester cela. Elle était âgée. Elle aurait pu être, cela ne reflète peut-être pas ses souhaits réels. Elle a révisé ce document il y a 8 mois, a dit Maître Lefebvre, avec une évaluation cognitive complète au dossier, que son médecin a effectué à sa demande. Elle était parfaitement lucide. Les 2 versions précédentes de ce document désignaient également Clara comme bénéficiaire principale. Ce n'était pas une décision tardive. Guillaume a dit quelque chose à voix basse à Élodie. Je n'ai pas entendu et j'ai décidé que je n'en avais pas besoin. Ma mère s'est tournée vers moi. Je l'ai regardée choisir une expression. Elle était douée pour choisir ses expressions et elle a choisi quelque chose qui essayait de ressembler à un appel à la raison, à la bienveillance. Clara, nous sommes une famille. Quoi qu'elle ait eu l'intention de faire, la chose pratique, la chose qui honorerait vraiment sa mémoire serait de gérer cela ensemble. Tu ne peux pas faire ça seule. J'ai repensé à ce que Mamie Mado avait dit à l'hôpital. Ne les laisse pas te bousculer. Je ne suis pas seule, j'ai dit. J'ai un très bon notaire. Je ne savais pas que j'allais dire ça, mais c'était vrai.
Maître Lefebvre m'avait appelé 6 semaines plus tôt en privé pour me faire savoir qu'il était disponible pour représenter mes intérêts dans la transition selon les instructions préalables de Mamie Mado et selon son arrangement préalable pour ses honoraires. J'avais dit oui. Ma mère m'a fixé. Elle cherchait la version de moi qu'elle connaissait, celle qui hochait la tête et s'adaptait et prenait la plus petite part sans faire de vagues. Elle ne l'a pas trouvée. Élodie a frappé sa main à plat sur la table, pas fort mais de manière sèche. C'est ridicule. Tu as manœuvré pour ça. Tu as toujours eu un plan avec elle. J'ai dîné avec elle, j'ai dit. J'ai eu des appels téléphoniques. J'ai mangé une tarte aux pommes dans une brasserie quand tu avais un récital de danse auquel assister. La pièce est devenue très calme. Maître Lefebvre a croisé ses mains. À moins qu'il n'y ait des questions de procédure, je suggérerais que nous fixions un rendez-vous de suivi pour les documents de transition. La succession est clairement documentée et je suis confiant dans sa validité juridique. Élodie a regardé Guillaume. Guillaume avait arrêté d'écrire sur son carnet. Il le regardait comme s'il lisait quelque chose, mais il n'y avait rien. Ma mère s'est levée la première. Elle a ajusté sa veste. C'était une femme qui quittait toujours une pièce en se contrôlant, et elle a fait cela maintenant, presque. À la porte, elle s'est arrêtée. Elle ne s'est pas retournée. « J'espère que tu es satisfaite », a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu, pas parce que j'étais cruelle, mais parce qu'il n'y avait rien à répondre. Ce n'était pas la question que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire. Ils sont partis. La porte s'est refermée avec le déclic discret d'une pièce construite exactement pour ces moments-là. Maître Lefebvre m'a laissé un moment. Puis il a dit, « Aimeriez-vous prendre un peu de temps avec la lettre avant que nous ne passions en revue les documents ?» J'ai dit oui. Je suis restée assise seule à la table de conférence avec les verres d'eau et les diplômes et la ville par la fenêtre, et j'ai ouvert l'enveloppe. Son écriture couvrait 3 pages, petite et assurée. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'elle disait, car une partie ne n'appartient qu'à moi. Mais je vais vous dire ce qu'elle a écrit à la fin. Tu ne m'as jamais rien demandé. Ce n'est pas pour cela que je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que tu étais la personne la plus honnête de cette famille, et l'honnêteté est la seule chose qui construit réellement quelque chose qui dure. Les gens qui s'occupent de l'argent ne sont pas toujours les gens qui le méritent. Je veux que tu l'aies parce que j'ai confiance en ce que tu en feras. J'ai confiance en qui tu es. Je l'ai toujours eu. N'en aie pas peur. Ne t'en excuse pas, sois juste prudente, sois juste, et souviens-toi d'où cela vient. Avec tout mon amour, toujours, Mamie Mado. J'ai plié la lettre. Je l'ai remise dans l'enveloppe. Je l'ai pressée à plat contre la table un instant avec mes 2 mains, comme si je m'assurais qu'elle était réelle. Puis j'ai pris mon verre d'eau et je l'ai bu en entier, ce qui ne semble rien mais ressemblait, à ce moment-là, à la première chose simple que j'avais faite depuis très longtemps. La transition a pris 4 mois. J'ai pris un congé de l'hôpital. J'y suis retournée depuis à temps partiel parce qu'il s'avère que j'en ai besoin. J'ai besoin de ce travail qui n'a rien à voir avec des tableurs et des évaluations immobilières. J'ai besoin de la version de moi-même qui existe dans ces couloirs. J'ai travaillé avec Maître Lefebvre et avec les gestionnaires immobiliers en qui Mamie Mado avait confiance depuis des années. Des gens bien qu'il avait bien connus et qui étaient prêts à être patients avec moi pendant que j'apprenais ce dont j'étais désormais responsable. C'était écrasant au début. Je ne vais pas prétendre que ça ne l'était pas. J'ai fait des erreurs. J'ai posé trop de questions aux mauvaises personnes et pas assez aux bonnes. J'ai douté de mes décisions jusqu'à ce que Maître Lefebvre me dise doucement qu'elle m'avait choisi parce qu'elle avait confiance en mon jugement et qu'à un moment donné, je devais aussi avoir confiance en lui. Lentement, je l'ai fait. Ma mère a appelé 2 fois le premier mois. Des appels formels, des tests prudents. Elle voulait savoir si j'avais réfléchi davantage à l'implication de la famille. J'ai dit que oui et que j'avais décidé de ne pas le faire, et je l'ai dit gentiment, mais je l'ai dit clairement. Elle n'a pas rappelé depuis. Je suppose qu'elle le fera un jour. Je sais comment répondre. Élodie a envoyé un email. L'objet était allé de l'avant.
Il faisait 4 paragraphes et au fond, il demandait de l'argent dans le langage de la réconciliation, qui est un dialecte spécifique que j'ai passé toute ma vie à apprendre à traduire. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas en colère contre elle. Je la comprends parfaitement. Comprendre quelqu'un n'est pas la même chose que lui devoir quelque chose. Il y a une propriété dans la Creuse que Mamie Mado a achetée en 1987, une maison pour 3 familles dans le village où elle a grandi, qu'elle louait à des tarifs inférieurs au marché depuis des décennies à des familles qui, disait-elle, lui rappelaient les gens qui avaient été gentils avec sa propre famille quand ils n'avaient rien. Je l'ai visitée en février. Je me suis tenue sur le trottoir dans le froid et j'ai regardé le porche et j'ai pensé à la discrétion avec laquelle elle avait fait cela et pendant combien de temps, et comment personne au dîner du dimanche n'en avait jamais rien su. C'est la chose à propos de ma grand-mère sur laquelle je reviens toujours. Pas l'argent, la manière de faire. La façon dont elle a construit quelque chose d'important et de significatif sans exiger la reconnaissance de qui que ce soit. La façon dont elle gardait les choses les plus importantes hors de l'appel du dimanche, de la table du dîner, du registre familial des services et des retours. Je ne suis pas elle. Je le sais. J'apprends encore ce que je suis dans cette nouvelle version de ma vie. Mais j'essaie de faire le travail discrètement. J'essaie de laisser la construction être la déclaration elle-même. J'ai 33 ans. Je m'appelle Clara. Et quand ma grand-mère s'est assise en face de moi au comptoir d'une brasserie avec une tarte aux pommes et m'a dit que j'allais m'en sortir, elle ne devinait pas. Elle le savait déjà. Cette histoire nous rappelle que la valeur d'une personne ne se mesure pas aux diplômes prestigieux ou aux apparences sociales mais à la force de son caractère et à son intégrité. Mamie Mado a vu en Clara ce que ses propres parents ont ignoré pendant des années, une capacité à rester authentique et dévouée même face au mépris. C'est une leçon puissante sur la justice silencieuse et sur le fait que le véritable héritage n'est pas seulement financier mais moral. Souvent dans les familles il y a un enfant que l'on considère comme le mouton noir ou celui qui a moins de potentiel simplement parce qu'il choisit une voie différente comme le soin aux autres plutôt que la finance. Cette fin est une revanche éclatante pour tous ceux qui ont été sous-estimés. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous réagi comme Clara en refusant d'inclure sa mère et sa sœur dans la gestion des biens ou auriez-vous partagé l'héritage malgré